En fait, c'est une conférence, c'est un chantier de travail sur lequel je travaille depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant. Le but du jeu, c'est d'arriver à comprendre quel était le système diplomatique des Ottomans, c'est-à-dire de l'Empire ottoman, dont on a toujours dit qu'il n'avait pas de système diplomatique parce qu'il aurait misé que sur sa force militaire et jamais sur la diplomatie, c'est-à-dire la paix des princes, qui aurait été un apanage européen. Et je trouvais dans les archives des traces de l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un véritable effort de l'Empire ottoman pour construire une diplomatie, avec des consulats, des ambassades, etc. Donc le but de ma recherche, en fait, c'est de montrer que ce qu'on a longtemps pensé comme étant une espèce de transfert, les Ottomans qui vont chercher en Europe les bonnes idées pour les appliquer dans leur pays ou pour leur puissance, était en réalité un produit véritablement de leur propre pas imagination, mais de leur propre volonté d'aller justement se doter des nouveaux outils pour entrer en communication avec leurs voisins. Alors ce sont des réformes qui sont entreprises par un sultan qui est un sultan un petit peu particulier qui s'appelle Selim III, qui arrive au pouvoir dans un contexte très spécifique à Istanbul, etc., entre 1789 et qui va être déposé en 1807. Donc il est déposé par les janissaires, etc. Donc c'est un règne un peu mouvementé et ce sultan va mettre en place, implémenter tout un système de réformes qui touche à la structure de l'État. Alors ça va être notamment des réformes militaires, ça va être des réformes sur le corps des janissaires qui va se venger, ça va être des réformes d'ordre fiscal, des réformes qui vont toucher la société ottomane et c'est un petit peu le paradigme du sultan modernisateur. Mais du coup, il renvoie un petit peu cette image à l'Europe qui a aussi besoin de ce genre de héros. Et il y a un livre très célèbre de 1971, écrit par Stanford Shaw, qui est un ottomaniste américain, qui le prend un petit peu comme le héros de cette histoire d'un espèce d'empire ottoman cool qui serait très occidentalisé. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui réellement essaye de faire entrer l'empire ottoman dans le 19e siècle, dans la modernité du 19e siècle. Et donc, c'est un héritage beaucoup plus contrasté que ce qu'on a souvent raconté. Le néo-ottomanisme, c'est vrai, alors c'est pas une doctrine, c'est une pratique du pouvoir. J'ai un collègue qui est beaucoup plus compétent que moi pour en parler, ce serait Edem Eldem. En l'occurrence, le néo-ottomanisme, c'est l'idée du pouvoir actuel. Donc on est en dehors du réformisme sélimien, du pouvoir actuel, qu'il faudrait quelque part aller rechercher les outils de la grandeur turque dans le passé ottoman. Et donc ça veut dire quelque part faire abstraction, faire table rase d'une partie de l'héritage qui est la Turquie républicaine, laïque, modernisée, celle d'Atatürk, celle qui s'affirme au début du XXe siècle. C'est évidemment quelque chose qui a un calcul politique très controversé, c'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation de l'histoire, parce que le problème, il est que, libre à tous les hommes politiques de dire les bêtises qu'ils veulent sur le passé, ça à la limite on a l'habitude, nous historiens, mais dans le cadre politique actuel dans lequel évoluent les collègues historiens turcs, il est bien évident qu'ils ne peuvent pas mener leurs recherches totalement comme ils l'entendent. Et donc ça conditionne aussi véritablement l'académie, le monde académique turc et l'avancement de la recherche historique dans ce pays-là. Il y a des rapports qui sont très intéressants et j'aurais tendance à dire que ça fait réfléchir au concept de mondialisation, non pas comme une espèce d'occidentalisation à l'échelle du monde, ce qui a longtemps été le paradigme de la mondialisation, c'est-à-dire que progressivement le monde entier se mettrait à l'heure européenne, dans tous les sens du terme d'ailleurs, même l'heure elle-même. En l'occurrence, ça permet de penser à une mondialisation un petit peu multiple, une mondialisation qui joue sur plusieurs temporalités, à plusieurs niveaux, dans plusieurs espaces. Et par exemple, le cas justement de la diplomatie, ce sera un petit peu, j'espère, la conclusion de mon intervention, le cas de la diplomatie ottomane, c'est un exemple de mondialisation puisqu'il y a véritablement une prolongation des échanges à l'échelle transnationale, il y a véritablement interpénétration des pratiques, des modèles, etc., etc. Mais c'est une mondialisation qui n'est pas exactement une copie d'un modèle qui serait le modèle européen. Donc c'est-à-dire qu'il faut penser la mondialisation en disjonction de cette espèce d'eurocentrisme qui est la marque de fabrique de la manière dont on conçoit la Méditerranée depuis 2 siècles maintenant. Et en fait c'est quelque chose qui remonte aux Lumières. Voltaire est le coupable.